Donc, je vais commencer un petit peu par me présenter. En fait, moi, c'est Robin. C'est moi qui vous ai envoyé, entre autres, un courriel justement sur justement la présentation d'aujourd'hui. On a envoyé l'information aux professeurs, surtout d'informatique, mais aussi aux profs de mathématiques, puis de physique. Concernant la présentation d'aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que je suis là, moi. Je suis assisté avec mes deux collègues, les deux Carolines. Moi, je les appelle les Caros. Caroline Roussel qui va m'assister pour les liens de la présentation, le clavardage ou ainsi de suite. Vous avez un petit phylactère en haut de votre écran, je vous apprends rien. On est sur Teams depuis quelques années déjà. Ça passe vite. Donc, Caroline va pouvoir répondre aux questions au fur et à mesure ou encore, n'hésitez pas à lever la main ou même adresser votre question directement au présentateur. Oui, eh bien, moi, je suis Régis Lamotte, je suis enseignant au Cégep de Sherbrooke. J'enseigne au niveau collégial depuis au moins 25 ans. J'ai eu la chance d'enseigner au Cégep de Saint-Félicien, au Cégep de Granby. Et bien sûr, là, les 20 quelques dernières années, là, c'était au Cégep de Sherbrooke, dont je suis toujours enseignant. J'ai bien sûr enseigné plusieurs matières, notamment la programmation et les étudiants de technique informatique, mais aussi les étudiants de sciences informatiques et mathématiques. Et j'ai aussi la chance de travailler un peu sur le plan cadre du cours de programmation obligatoire pour sciences de la nature. Excellent. Merci beaucoup, M. Lamont. Ici, on a c'est plus facile de lire souvent que de le présenter. Je ne ferai pas l'étalage de toutes les personnes qui ont collaboré et même les auteurs justement du volume en tant que tel. On a une partie ici, les consultants puis les auteurs justement de différents cégeps. Donc, si je continue ici, M. Régis, je vous laisse le champ libre. Parfait, Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là sans problème. parfait. Alors, le livre, ce qui est intéressant, l'objectif du manuel, c'est que c'est un cours d'introduction de 45 heures. Donc, c'est important que la notion vise davantage la programmation, la connaissance technique de la programmation, que les notions de mathématiques, notions de physique ou chimie. Donc, pour moi, lorsque j'ai consulté le livre, regardé le livre, c'était vraiment important que ça puisse ressortir. Donc, bien sûr, proposer des exercices qui allaient aider les étudiants qui étaient en lien, bien sûr, avec les notions des sciences, mais dans lesquels l'importance était vraiment la progression de l'apprentissage de l'informatique, de la programmation. Donc, c'est ce qui est important de garder à l'esprit parce que nous savons que nous n'avons que 45 heures. Donc, oui, on pourrait être ambitieux, en mettre beaucoup, mais il faut savoir que nous sommes confrontés à des étudiants qui, eux, ne sont pas nécessairement tous des programmeurs, sont en sciences de la nature. C'est un cours qui est obligatoire. Donc, c'est pour cette raison que c'est important. Bien sûr, il y a une flexibilité dans le livre, donc ça nous permet bien sûr de mettre en pratique plusieurs notions. Et donc, l'avantage des objectifs du livre, c'est vraiment de faire en sorte que celui qui va l'utiliser, l'enseignant, soit capable de pouvoir s'en sortir, de pouvoir donner un cours de façon correcte, adéquate, de qualité aux étudiants. Si on passe à la prochaine diapositive, donc, euh, comme je mentionnais, les étudiants sont des étudiants qui sont néophytes, qui n'ont jamais programmé. C'est un cours obligatoire. Même en sciences de la nature, de la science informatique, j'en renseigne aussi. La majorité n'ont jamais programmé. Donc, c'est vraiment important de garder en tête que les étudiants ne savent pas programmer et que c'est vraiment mettre l'importance de la progression des différents contenus. Donc, proposer des contenus scientifiques intégrés tout au long, mais des exercices qui vont maintenir l'intérêt. Donc, des exercices qui sont reliés à la science, donc en maths, en physique, en chimie. Euh, Bien sûr, comme je le mentionnais, pas aller trop loin dans les notions de mathématiques, de physique et chimie, parce que ce qui est important, c'est l'apprentissage de la programmation et non pas un apprentissage qui serait des mathématiques, de la physique ou autre. Donc, c'est vraiment important. Donc, le livre met vraiment de l'emphase sur l'importance de l'apprentissage de la programmation. Prochaine diapositive, merci. Donc, le livre se divise en 13 chapitres et il commence par le chapitre 0, faire un clin d'œil aux indices des tableaux qui commencent à 0. Donc, je trouvais ça intéressant. Alors, ce chapitre 0, ce qui est intéressant, c'est que ça nous montre, il nous explique comment exécuter un programme en Python. Donc, il propose deux possibilités, Visual Studio Code ou bien Google Colab.
Moi, personnellement, j'ai aussi essayé Visual Studio. J'ai un de mes garçons qui, lui, est en génie civil à l'université et lui, il utilise Spider. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que moi, lorsque j'ai pris la peine de réviser le livre, j'ai pris la peine d'utiliser Google Colab pour faire les différents exercices, pour m'assurer que tout concordait, tout fonctionnait bien. Alors oui, ce que je peux vous répondre, c'est que présentement, tout ce que j'ai pu faire à l'intérieur de ce livre est en mesure de pouvoir le réussir sans problème. Bien sûr, le chapitre 0 nous donne une vue d'ensemble, qu'est-ce que va être le livre, les différents chapitres. Et on passe d'un problème d'algorithme et au programme. Donc, c'est ce qui nous amène pour le chapitre 0. Lorsqu'on passe au chapitre 1, alors c'est les opérateurs arithmétiques et affichage. Donc, c'est vraiment des notions de base. Donc, c'est l'introduction, c'est les opérateurs d'affectation, opérateurs arithmétiques, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment des notions de base. Nous avons l'introduction aux algorithmes, nous avons les erreurs d'arrondi, et ainsi de suite. Donc, les éléments qui sont vus dans ce chapitre, ce sont des éléments de base qui vont nous permettre justement d'introduire les différentes notions pour que l'élève soit en mesure de faire son apprentissage de façon graduelle et correctement. Au chapitre 2, donc, ce sont les fonctions qui sont importées, les fonctions importées. Donc, on va pouvoir justement utiliser les fonctions de bibliothèques existantes, donc PyPlot, Matplotlib. Donc, ce sont des librairies que nous allons pouvoir utiliser, des fonctions que sont pouvoir utiliser directement. Et ça va nous permettre justement de progresser dans la matière pour s'assurer encore une fois la progression. Bien sûr, les graphiques seront vus dans ce chapitre 2. Bien sûr, ils vont être vus tout au long des différents chapitres, mais les premières notions seront vues justement dans ce chapitre 2. Dans le chapitre 3, donc la saisie de données et les sous-programmes, donc vous comprendrez que, bon, nous allons avoir la fonction input et type qui vont nous permettre de faire la saisie de données. Et bien sûr, on va pouvoir créer des sous-programmes parce que nous savons qu'en programmation, lorsqu'on nous voulons répéter certaines instructions, bien, nous allons pouvoir créer nos propres fonctions. Alors, bien sûr, ce chapitre 3 nous amène à réaliser différentes fonctions possibles, différents sous-programmes. Le chapitre 4, donc expression booléenne et structure conditionnelle. Alors, bien sûr, je vous apprends rien que, bon, tout ce qui est les prises de décision, les if, les else, donc, bien sûr, c'est vu à l'intérieur de ce chapitre, ainsi que le match case. Donc, ce sont des notions extrêmement importantes qui vont nous permettre justement de pouvoir peaufiner, faire en sorte que le programme que nous allons vouloir développer sera encore de meilleure qualité, qui va pouvoir nous permettre de répondre à des questions, des précisions sur différentes situations. Un coup que nous avons vu le chapitre 4, nous allons nous retrouver face à un dilemme, chapitre 5 et le chapitre 6. Ce sont les boucles. Donc, est-ce que nous commençons par la boucle while ou bien la boucle for? En fait, les auteurs, ce qu'ils ont voulu, eux, c'est de faire en sorte, ben, voici les deux chapitres sur la boucle while et for, et comme enseignant, ben, vous aurez l'opportunité de choisir celui que vous désirez. Parce que je sais qu'il y a des enseignants, des programmeurs qui préfèrent commencer avec la boucle for. Dans mon cas, moi, c'est ce que je préfère. J'aime bien montrer la boucle for en premier lieu, puis par la suite enchaîner avec la boucle while. Mais bien sûr, j'ai d'autres enseignants qui, eux, préfèrent l'inverse. Donc, montrer la boucle while en premier, suivi de la boucle for. Alors, les auteurs, ce qu'ils mentionnent, c'est que ça n'a pas d'importance. Qu'on voit le chapitre 5 ou le chapitre 6 en premier, ça n'a pas d'importance. Bien sûr, en autant que l'autre suit par la suite. L'objectif ici, c'est de pouvoir apprendre à utiliser les différentes boucles, donc faire des répétitions. Donc, bien sûr, on peut faire des boucles, on peut répéter les éléments selon la boucle while ou bien la boucle for. Chacun a leur force et leur faiblesse, mais c'est à l'enseignant de s'adapter en fonction, bien sûr, de la clientèle auquel il fait face. Bien sûr, dans ces différentes boucles, si on revient à la diapositive précédente, s'il vous plaît. Oui, désolé. Pas de problème. Alors, bien sûr, dans le chapitre 6, on voit qu'il y a des éléments qui sont ajoutés, donc le arrange puis line space. Donc, bien sûr, il y a des éléments qui sont ajoutés, qui sont particulières à la boucle for, mais bien sûr, dans l'ensemble, l'étudiant sera en mesure par la suite de pouvoir
exécuter à répétition les différentes notions qui sera nécessaires. Si on va maintenant au chapitre 7, le chapitre 7, donc structure de contrôle combinée. Donc là, c'est vraiment important. C'était, je pense, le chapitre préféré de plusieurs relecteurs. Et ici, c'est qu'on va faire un amalgame de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Donc, nous avons vu les boucles, nous avons vu les ifs, les prises de décision. Alors, bien sûr, on va prendre la peine de tout mêler ça ensemble pour justement avoir quelque chose de concret à présenter comme exercice à nos différents étudiants. Bien sûr, dans tous les différents chapitres, il y a des exercices qui sont présentés, mais on s'entendra que lorsqu'on arrive à cette possibilité d'avoir des fonctions, avoir des boucles qui sont imbriquées, les prises de décision, alors ça nous permet d'avoir un champ d'expertise, un champ d'application beaucoup plus élevé et beaucoup plus intéressant. Alors bien sûr, moi, lorsque je suis arrivé à ce fameux chapitre 7, ben, j'étais très content de voir en fait quelque chose de, pas que les notions précédentes n'étaient pas correctes, sauf que c'était la base. Pour un étudiant qui débute, ça va être correct, effectivement. Mais bien sûr, pour quelqu'un qui en fait depuis plusieurs années, le fait de tomber au chapitre 7, ça devient très intéressant. Lorsqu'on arrive au chapitre 8, alors nous avons maintenant l'introduction aux listes. Donc, nous allons pouvoir voir justement les différentes listes à ce niveau. Alors, nous avons la création d'une liste et la modification des éléments, l'ajout d'un élément à la fin d'une liste. Nous avons aussi un complément interactif, la suite de Fibonacci, approche comparée. Alors, bien sûr, les différents compléments, je vais revenir tout à l'heure, il y en a dans certains chapitres et ça permet de faire en sorte d'avoir des notions supplémentaires sur des éléments particuliers en lien avec justement le chapitre concerné. Donc, itération sur les éléments d'une liste, les listes en compréhension, la représentation en mémoire des listes, et ainsi de suite. Bien sûr, il y a des erreurs et des bagages et des exercices. Ce que j'aimerais mentionner, donc si on peut aller au chapitre 9 si on veut aussi, mais ce qui est intéressant, c'est que moi, les cours de programmation que je donne sont des cours le langage que j'utilise, c'est le C++. Et le Python, c'est pas un langage que je maîtrisais beaucoup. Et c'est donc intéressant, c'est que lorsque je faisais des exercices, en fait, lorsque je prenais la peine de lire chacun des chapitres, bien sûr, je lisais la description, lorsque j'arrivais aux différents exercices à la fin du chapitre, j'étais en mesure de les réaliser sans difficulté. Donc, ça pour vous dire que les différents chapitres préparaient bien l'étudiant pour qu'il soit en mesure de pouvoir faire les exercices par la suite. Donc, moi, je considère que comme j'étais en mesure de pouvoir réaliser justement ces différents exercices, alors je considère que le chapitre me préparait bien justement à la réalisation. Alors, comme ça me préparait bien, alors bien sûr, je pouvais dire que les étudiants seront aussi bien préparés. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que j'avais en tête également, lorsque je lisais les différents chapitres, c'est bon, avec toute l'expérience que j'ai, comme je mentionnais, au-dessus d'une vingtaine d'années, 25 ans d'enseignement en programmation, je me posais comme question, OK, l'étudiant, lui, qui va être confronté à ce livre, à cette partie de lecture, est-ce qu'il va être capable de se retrouver? Est-ce qu'il va être capable de comprendre? Et bien sûr, l'enseignant, lui, je ne crois pas qu'il y ait de difficulté, mais est-ce que l'étudiant, lui, va être capable de pouvoir cheminer de façon adéquate? Et autonome? Et être autonome, c'est vraiment important. Moi, c'était vraiment ça qui était important, c'est-à-dire que l'étudiant est face aux différents chapitres du volume et est-ce qu'il est capable de pouvoir cheminer de façon autonome et correctement. Et puisque j'étais capable de faire les exercices sans trop de difficulté, donc je me disais, OK, c'est parfait, donc c'était correct. Et bien sûr, comme je le mentionnais tout à l'heure, les exercices, les auteurs auraient pu prendre une série d'exercices plus ambitieux dans lesquels, parce que souvent un enseignant, lorsqu'il chemine, ça serait intéressant de faire telle chose. Par exemple, faire de l'intelligence artificielle, faire un recherche de chemin plus court, et ainsi de suite. Mais la question, est-ce que l'étudiant est rendu à ce niveau-là? Et ce qui est important, ce que je trouve intéressant, c'est que les exercices qui sont suggérés, ce sont des exercices qui ont tenu compte du fait que les étudiants sont débutants, sont néophytes, et il y a une progression, et c'est important. Parce que nous aurions pu avoir une série d'exercices qui étaient ambitieux, intéressants,
mais dans lesquels l'étudiant n'aurait pas été en mesure de pouvoir réaliser ou demander la main, donc n'aurait pas été autonome. Pour moi, c'était important aussi. Lorsque je faisais la relecture des différents chapitres, des différents exercices, moi, je trouvais ça important que ce soit, que ce soit gardé à l'esprit. Donc, chapitre 9, les listes en action, les unapplettes, les ensembles, les dictionnaires. Donc, ici, nous allons pouvoir justement aborder les différentes notions. Donc, l'introduction, bien sûr, la trace du graphique à partir de listes. Et nous avons deux mises en situation, dont deux compléments. Donc, une application en physique et mécanique et l'autre, la simulation numérique, méthode de l'air. Par la suite, nous allons avoir l'importation de données à partir d'un fichier texte. Alors, bien sûr, si on n'a pas de fichier texte, parce que les données, souvent, si on veut faire en sorte d'accélérer les choses, on va vouloir procéder par transcription ou lecture de fichiers, d'où l'importance de pouvoir vraiment le faire. Et bien sûr, ça donne aussi comme opportunité à l'enseignant de pouvoir développer une multitude d'exercices ou même des examens qui peuvent être distincts d'un étudiant à l'autre, sachant que l'étudiant est en mesure de les lire des données d'un texte, d'un fichier. Donc, par la suite, les fonctions et les méthodes qui s'appliquent aux listes. Nous avons le tranchage des listes, les unapplettes, les ensembles et les dictionnaires. Et bien sûr, c'est suivi par une série d'exercices. Lorsqu'on passe au chapitre 10, donc les listes imbriquées et les matrices, alors nous avons encore ici l'introduction. Nous avons les listes imbriquées et les matrices, les opérations, c'est-à-dire sur les matrices, les copies profondes d'une liste imbriquée, les statistiques avec NumPy, et sauvegarde et l'importation de données à l'aide de fichiers CSV. Donc, tout ça encore, bien sûr, fait en sorte d'outiller l'étudiant, mais aussi de faire en sorte que l'enseignant va pouvoir aussi potentiellement avoir des exercices ou des propositions de laboratoire ou d'examen qui vont être, disons, différents pour s'assurer d'aller évaluer de façon adéquate nos étudiants. Par la suite, chapitre 11, donc les tableaux NumPy, donc l'introduction, bien sûr, nous avons la création d'un tableau NumPy, l'application d'une fonction sur un tableau NumPy, et par la suite, nous allons avoir trois compléments interactifs, donc l'aire sous la courbe d'une fonction, la série de Fourier et d'autres fonctions de la bibliothèque NumPy. Par la suite, nous avons le calcul matriciel et vectoriel, nous avons les statistiques NumPy, et puis par la suite, la sauvegarde et l'importation de tableaux NumPy avec Save Text et Load Text. Pour terminer, nous avons le chapitre 12, donc les traitements des chaînes de caractères, donc l'itération sur les caractères d'une chaîne, les fonctions et les méthodes qui s'appliquent aux chaînes. Nous avons le tranchage des chaînes, puis par la suite, nous avons un complément qui est d'autres fonctions et méthodes pour traiter les chaînes, les erreurs et les exercices. Et nous avons par la suite Encyclopython. Mais avant, c'est pas grave, on va poursuivre avec la prochaine diapositive. Alors ici, ce qui est important. Donc là, on a vu rapidement la table des matières des différents chapitres, ça c'est bien beau, mais comment le livre se décompose, comment le lecteur va pouvoir s'y retrouver à l'intérieur. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour chacun des chapitres, nous avons ce qu'on appelle un tableau synthèse. Donc, nous avons un tableau de synthèse qui explique quelles sont les notions qui seront vues dans le chapitre actuel. Donc, on a une description rapidement, donc un exemple de code, résultat lors d'exécution. Donc, on explique rapidement dans un tableau synthèse. Mais bien sûr, à l'intérieur du livre, par la suite, du chapitre, nous allons aborder ces différentes notions. Ce qui est intéressant aussi, puisqu'il est écrit en vert, on voit chacune des composés du langage, fait référence à un article dans l'Encyclopython. Alors, ce que je trouvais original dans ce livre, c'est qu'il y avait un Encyclopython, c'est-à-dire un lexique qui explique différentes notions qui peut aider l'étudiant. Donc, si l'étudiant se pose des questions sur certains aspects, alors il va pouvoir consulter justement l'Encyclopython. Alors ici, par exemple, nous avons les différents codes de couleurs qui sont utilisés. Donc, nous avons le vert pour les commentaires, et ainsi de suite. Donc, c'est un exemple d'Encyclopython pour la coloration syntaxique. Donc, c'est vraiment une notion importante que moi, lorsque j'étais relecteur, puis j'ai lu ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je ne sais pas si Robin voulait ajouter quelque chose là-dessus, sur l'Encyclopython. En fait, on va le voir un petit peu plus tard, peut-être dans les notions de matériel complémentaire qu'on va voir plus à la fin de la présentation.
Parfait, merci. Alors, comme je le mentionnais, moi, l'encyclopython, j'ai vraiment trouvé ça génial. J'ai question, par exemple, sur les nombres aléatoires. Bien, j'ai une référence, justement, sur l'encyclopython qui va me permettre de dire, bon, OK, comment fonctionnent les nombres aléatoires. Si on poursuit par la... Excuse-moi, Régis. Oui. C'est Yasmine, je suis l'éditrice du projet. Juste pour vous préciser que sur un livre de 300 pages, on a 50 pages à la fin du livre qui sont consacrées aux différents articles de l'encyclopyton. Ah, merci Yasmine. Merci Yasmine. Merci. Précision. Merci. Alors, si on va à la diapositive suivante. Alors, bien sûr, le livre est composé de différents exemples pour aider l'étudiant, mais aussi l'enseignant qui va montrer la matière. Alors ici, je vous ai donné un exemple, donc le discriminant d'une équation quadratique. Donc, nous avons une mise en situation, on explique comment la notion qui doit être abordée pour résoudre le problème. Donc ici, nous avons B2 moins 4AC, parfait, excellent. Donc, nous avons la mise en situation, donc le problème, et par la suite, nous avons, donc si on va à la diapositive suivante, un exemple de solution. Donc, il peut y avoir un exemple, il peut y avoir 2, 3, 4 solutions, il peut y en avoir plusieurs. Alors ici, nous avons un exemple, programme 1.1. Alors, nous avons 6 lignes de code. Et puis, nous avons aussi, comme on peut voir, le résultat qui est obtenu par la suite. Alors, un coup que le code est affiché, donc le programme est affiché, c'est bien beau, mais l'étudiant, lui, veut comprendre peut-être les différentes lignes de code. Alors, c'est pour cette raison, si on va à la diapositive suivante, que nous avons une description de justement des différentes lignes de code, qu'est-ce qu'elles font, ainsi de suite. Donc, on prend la peine de décrire. Alors, c'est pour cette raison que, comme je vous mentionnais tantôt, lorsque je suis arrivé pour résoudre les différentes exercices qui étaient à la fin de chacun des chapitres, j'étais en mesure de pouvoir les résoudre assez facilement puisque le livre me préparait très bien justement à cet égard. Donc ici, je ne prendrai pas la peine de vous lire, mais c'est la description des lignes de code du programme précédent. Ici, on va à la page suivante. Donc ici, c'est un autre exemple. Alors ici, nous avons cette fois-ci un algorithme. Donc nous sommes, parce que bien sûr, la compétence du ministère nous demande justement de faire référence à des algorithmes et les convertir. Alors ici, ce qui est intéressant dans le livre, ils ne font pas pour tous les exercices parce que ce serait trop fastidieux, mais ils font pour quelques-uns. Alors voici un algorithme et ils font une trace. Donc, quels seront le contenu des différentes variables pour que l'étudiant puisse comprendre comment le code réagit. Parce que pour quelqu'un qui n'a jamais programmé, ce n'est pas nécessairement facile de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Alors ici, pour certains exemples, pour certains exercices, ou exemples plutôt dans le livre, nous avons des traces qui permettent justement de faire en sorte que l'étudiant va être capable de mieux acheminer. Puis par la suite, donc nous avons passé de la page précédente encore, s'il vous plaît, Robin. Donc nous avons ici, pas de problème, nous avons l'algorithme, nous avons la trace, et par la suite, nous avons les lignes de code qui peuvent être écrites à partir justement de cet algorithme. Alors bien sûr, la trace est importante pour vérifier est-ce qu'on arrive au bon résultat. Parce qu'on peut avoir créé un algorithme, mais est-ce que l'algorithme il est correct ou non? Donc bien sûr, la trace va nous permettre de garantir, oui, effectivement, on a le bon résultat. Et comme nous avons le bon résultat, alors bien sûr, nous pouvons arriver avec les lignes de code. Et par la suite, nous avons à droite, là, en vert, les résultats qui sont donnés. Alors, on peut, merci. Alors, toujours dans le livre, dans les différents chapitres, nous allons retrouver à l'occasion des sections en jaune, comme on peut voir ici à gauche. Donc, ce sont des notes, conseils ou astuces. Donc, ce sont des notes que le lecteur peut prendre la peine de lire. Parce que, bien sûr, moi, quand je prenais la peine de lire les différents chapitres, des fois, il peut y avoir des interrogations. Et justement, ces différentes notes donnaient des éclaircissements. Donc, des fois, il faisait référence aussi peut-être, bon, aller voir le Python, et ainsi de suite. Donc, c'est toujours ça intéressant. Donc, justement, c'est ce que nous avons le deuxième bloc en jaune à droite. Donc, des références pour l'encyclopédie ou bien d'autres chapitres ou d'autres plateformes numériques. Et nous avons aussi, le précédent, s'il te plaît, Robin. Oui. C'est moi qui vais trop vite, désolé. Oui, il n'y a pas de problème, Robin. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que nous avons aussi à l'intérieur du chapitre
des exercices qui sont suggérés. Parce que comme je le mentionnais tantôt, à la fin de chacun des chapitres, nous avons une série d'exercices. Et pour en lien direct avec ce qui vient d'être vu, bon, on vous suggère par exemple l'exercice 1.7 et 1.8. Et 1.8, c'est ça. Donc, l'étudiant va pouvoir aller les consulter et pouvoir les réaliser. Donc, je trouve ça intéressant aussi. Supposons qu'il y a une notion qui n'est pas sûr d'avoir bien compris ou qui voudrait pratiquer de façon plus précise, bien, il va savoir quels sont les exercices qu'il devrait réaliser. Si on va effectivement à la page suivante, diapositive suivante. Alors ici, nous avons, pour certains chapitres, nous avons aussi une section erreurs et débogage. Ce n'est pas tous les chapitres qui ont cette possibilité, mais lorsque c'est possible, alors on va pouvoir justement mettre une notion de erreur et débogage. Donc, ce sont des erreurs qui pourraient arriver et qui fait en sorte de pouvoir expliquer à l'étudiant il y a telle erreur pour tel problème, pour telle raison. Donc, ici, c'est une portion, ça a été coupé, mais bien sûr, la section est beaucoup plus longue. Et ce qui permet de pouvoir donner des éclaircissements à l'étudiant. Parce qu'on sait, hein, un étudiant qui est chez eux, par exemple, qui essaie de programmer, puis il y a des erreurs de code, puis là, il fait face à des... Il faut qu'il débogue, et ainsi de suite. Bien, si dans le livre, on fait référence à des erreurs qui sont les plus communes, les plus fréquentes, bien, il va pouvoir comprendre plus rapidement et pouvoir continuer à progresser, même si l'enseignant n'est pas présent. Donc, comme je mentionnais, si l'étudiant est en train de faire ses exercices à la maison et rencontre certaines difficultés, bien, il va pouvoir justement s'y retrouver, d'avoir au moins des pistes de solutions en attendant que l'enseignant puisse le guider davantage. Par la suite, nous avons également des formats, des éléments complémentaires. Donc, nous avons ici, par exemple, les informations supplémentaires sur le format d'affichage. Donc, comment nous pourrions utiliser le format d'affichage. Donc, ici, c'est la fonction print qui est décrite. Donc, on a une portion aussi. Donc, dans certains chapitres, nous allons pouvoir retrouver justement cette portion. Et bien sûr, on fait référence aussi à la partie interactive que Robin va pouvoir mentionner tout à l'heure. On va revenir dessus. Oui, juste préciser, je m'excuse, Régis, Oui. les compléments que vous voyez là qui ont été présentés dans la table des matières, c'est en fait un aperçu de qu'est-ce que vous allez retrouver en ligne. Donc, ça permet aux étudiants d'avoir tout de suite une vue rapide sur qu'est-ce qu'il y a comme contenu supplémentaire en ligne. Pour les étudiants qui sont un peu plus rapides, qui veulent aller plus loin, qui sont plus curieux, ben, le fait de leur montrer directement dans les pages de l'ouvrage, ben, ça donne, ça pourrait répondre à une curiosité. Puis, s'il veut avoir accès, ben, il a juste aller dans les plus interactifs. L'enseignant aussi peut utiliser ces compléments-là pour des activités d'approfondissement. Merci, Yasmine. Merci. Par la suite, nous avons bien sûr à la fin de chacun des chapitres une série d'exercices. Donc, bien sûr, il y en a plusieurs. Et comme ici, on peut voir, par exemple, l'exercice 1.1 est sur le fond mauve, alors que 1.7 et 1.8 sont sur fond bleu. On se souvient que tout à l'heure, on avait suggéré dans la lecture du chapitre des exercices. Alors, ce qui est dans le fond bleu sont les exercices qui ont été proposés, alors que les autres fonds mauves sont des nouveaux exercices qui sont ajoutés, qui vont bien sûr aider l'étudiant, mais qui ne sont pas nécessairement en lien direct avec les propositions qui ont été mentionnées. Mais tous les exercices qui sont à l'intérieur de chacun des chapitres sont des exercices qui aident à la compréhension pour les différents chapitres concernés. Donc, même s'ils sont en mauve, ce sont des exercices qui vont malgré tout aider l'étudiant dans son cheminement d'apprentissage. Bien sûr, ce qu'on n'a pas présenté ici, mais à la fin du chapitre, pas du chapitre, mais du volume, nous avons bien sûr les solutions, les propositions de solutions aux différents exercices qui sont proposés. C'est un peu normal parce que si on veut que l'étudiant, et si on veut que l'enseignant également ait des réponses à des questions qui peut-être qui seraient plus ambiguës, qui peut-être qu'il n'aurait pas nécessairement saisi, bien, il sera en mesure d'avoir les réponses, de pouvoir mieux guider l'étudiant, et l'étudiant va pouvoir aussi mieux poursuivre son cheminement. Donc, c'était important d'avoir aussi des solutions d'exercice à la fin du volume. Si nous poursuivons, alors bien sûr, ici nous avons les compétences du ministère qui étaient mentionnées. Je ne prendrai pas la peine de lire les différentes compétences, mais ce qui est important, peut-être pas nécessairement les critères de performance, mais planifier l'automatisation de la résolution de vos problèmes,
coder l'algorithme dans le langage de programmation, vérifier le bon fonctionnement du programme. Je peux vous assurer que dans le volume, dans le livre, on s'assure vraiment que les éléments de compétences sont respectés, que les critères de performance, les critères de compétences sont respectés. Lorsque ce n'est pas le cas, nous pouvions le mentionner. Donc, bien sûr, c'est pas vu dans un seul chapitre, c'est dans l'ensemble du volume qui fait en sorte de pouvoir répondre à cet élément de compétence du ministère. Et moi, j'aimerais rappeler, moi, j'enseigne à des étudiants de première année, première session, et ainsi de suite. Et je sais que lorsqu'on arrive, qu'on n'a jamais programmé, c'est important, comme enseignant, de se souvenir que l'étudiant, c'est un étudiant qui est néophyte, qui est là pour apprendre, qui veut apprendre, et que nous n'avons que 45 heures. Et je trouve que le livre répond bien justement à ces attentes de 45 heures, les éléments de compétences. Oui, merci Régis pour tes informations sur le contenu. Tantôt, tu sais, souvent on dit tout le temps, on ne va pas le savoir, on va le voir. J'aurai un chapitre en fait de présentation que je pourrais vous présenter aussi tantôt, suite à la présentation des ressources numériques. En fait, chez RP Chenelière, on a maintenant une plateforme numérique que vous commencez à connaître quand même assez bien, c'est-à-dire dans I+, en fait, pas mal la plupart de vos étudiants de première session ou peu importe la séquence dans laquelle ils vont être, que ce soit en sciences de la nature, sciences de la santé ou peu importe le tronc commun que vous allez aborder, passe au travers d'un de nos volumes en mathématiques ou en chimie ou en physique ou en bio ou peu importe. À ce moment-là, les étudiants commencent à connaître davantage le livre numérique I+, c'est-à-dire le même environnement. C'est plus facile pour eux de rajouter un titre à la bibliothèque, la façon que ça fonctionne pour ceux et celles qui ne connaissent moins. À l'intérieur du volume, il y a un code qui va donner accès à l'étudiant pour une durée de 3 ans, donc 36 mois d'accès. On a la prétention que l'étudiant ou peut-être c'est utopique de penser qu'ils le font sur 2 ans, mais on a étiré un petit peu justement l'accès pour que tout le monde puisse y accéder pendant un bon 36 mois. Donc, on a la version numérique qui est un petit peu l'effet miroir dans lequel, justement, vous allez pouvoir partager des informations dans le cadre du numérique en tant que tel. Soyez sans crainte, le but de la réunion aujourd'hui, ce n'était pas de présenter la version numérique, mais bel et bien le cadre ou le contenu, en fait, du volume en tant que tel. On a, pour la portion étudiante, comme vous le voyez devant vous, on a des codes de programme du manuel, justement, qui ont été, c'est des liens externes vers Google Colab. Ensuite, on a des activités interactives. On a un atelier par chapitre qui contient plusieurs activités ou plusieurs questions. Ce qui est bien dans ce cas-là, c'est que ça se corrige tout seul. Vous allez avoir un gain de temps assuré. C'est déjà tout programmé. C'est vraiment un clé en main que vous allez pouvoir justement utiliser à bon escient avec vos étudiants dès la première session d'utilisation. Ensuite, vous avez des compléments d'approfondissement sur le côté étudiant toujours, des ressources pour aller plus loin. Puis l'encyclopython qu'on vient de parler justement en version numérique à la fin, comme Yasmine le mentionnait, c'est à peu près une 50aine de pages justement à la fin du volume. Yasmine, si tu veux donner des informations supplémentaires. Oui, peut-être juste pour les activités interactives, là, la différence entre les exercices qui sont programmés dans Google Colab puis ça, la différence, c'est des activités qui permettent de réviser la matière très théorique, là. Donc, un petit test de lecture que vous pouvez demander à vos étudiants de faire, que vous pouvez assigner en 3 clics. Vous pouvez assigner ces activités-là, puis ça vous permet de vérifier si ils ont fait leur lecture préalable. Excellent. Et si on regarde dans la colonne des enseignants, bien évidemment, vous avez tout ce que l'étudiant a accès. Les activités d'application, en fait, vous avez c'est des suggestions de travaux pratiques. Vous avez des suggestions d'évaluation des examens intra, en fait, là, c'est quoi? C'est examen milieu, session Intra et examens final, finaux. Ouais. Exactement. Des suggestions de plan de cours, vraiment, quand on parle de clé en main, vous avez vraiment tous les outils devant vous pour des suggestions de plan de cours. Vous allez les avoir aussi en version Word, donc vous allez pouvoir juste changer tout simplement le nom, changer quelques petites informations à l'intérieur, puis même pouvoir présenter ce plan de cours-là à vos étudiants.
Ensuite, vous avez les corrigés et formats Word des activités interactives que vous retrouvez à l'attention des étudiants. Puis, bien évidemment, tableau encadré, figure de tout le manuel, on les a aussi si toutefois vous voulez faire des PowerPoint ou autres supports justement visuels. Et comme je l'ai mentionné tantôt, c'est des accès pour 3 ans. La façon que ça fonctionne pour les professeurs, si toutefois vous adoptez ou vous voulez évaluer le matériel, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous donner un accès à la version numérique complet avec la version professorale. À ce moment-là, vous contactez les délégués pédagogiques pour justement accéder justement à cette portion-là. Nous, on débarre l'accès et on vous rend l'accès justement dans un mode plus mode adoption, si on veut. Donc, vous allez pouvoir utiliser à bon escient justement tous les outils qu'on vous a présentés dans le cadre de votre gestion de cours. Donc, ici, j'ai le chapitre 1 en exemple. Puis, comme le mentionnait Régis tantôt, on a le chapitre 1, on a toujours ici les contenus disponibles sur I+, c'est-à-dire dans la plateforme numérique, donc les liens justement supplémentaires. On a l'accès au code de programme du chapitre, ici qui sont directement intégrés. On a le sommaire du chapitre et on a toujours une partie d'introduction avec quelques outils justement qu'on retrouve en marge. Les outils qu'on a vus ici, qu'on a vus dans la présentation. On a des encadrés, des textes en marge. Ici, par exemple, celui-là, bon, tout ce qui est bon, dans cet ouvrage, les commentaires sont colorés en vert dans la fonction intégrée en jaune et ainsi de suite. Donc, on retrouve cette portion-là dans Encyclopython et ainsi de suite. Fait qu'on a vraiment la facture visuelle avec différents outils comme ici. L'étudiant, dans un mode autonome, va pouvoir se rendre directement sur la plateforme interactive pour pouvoir justement cheminer dans son apprentissage.